I want to create a world in which my son is proud of what we do, in a world and a job that actually does. Ce qui m'a immédiatement frappé dans cette découverte, ce n'était pas seulement son contenu, mais le contexte dans lequel elle s'est produite. Il ne s'agissait pas d'un hasard, d'un petit détail qui aurait refait surface par accident. C'était comme soulever un tapis dont tout le monde savait qu'il cachait quelque chose, mais que personne n'avait jamais osé explorer. Dans les premières secondes qui ont suivi la découverte de William, une pensée s'est imposée à moi. Si cela s'avère vrai, ce n'est pas seulement une personne qui est en jeu, mais tout le système qui a fait fonctionner le palais pendant des décennies. Je me demande rarement si le pouvoir est bon ou mauvais. Le pouvoir existe tout simplement. Mais ce moment m'a obligé à réfléchir à la manière dont il se manifeste lorsqu'il se rend invisible. Car ce qui a été mis au jour ici n'avait rien à voir avec des confrontations ouvertes ou des conflits publics. Il s'agissait d'une influence silencieuse de décisions jamais présentées comme telles, d'absence justifiée par de simples coïncidences. Et c'est précisément cette subtilité qui rendait la situation si troublante. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas un document ou une action en particulier, mais la récurrence des événements. Quand des choses, apparemment sans lien, s'enchaînent soudainement, l'interprétation se mue en prise de conscience. Des choses qui paraissaient anodines auparavant, rendez-vous manqués, priorités modifiées, initiatives retardées, ont pris une toute autre dimension. J'ai senti ma propre perception des dynamiques internes du pouvoir se transformer. Non pas par naïveté, mais parce que comme beaucoup d'autres, j'avais toujours considéré la loyauté comme allant de soi dans ce système. Ce qui rend cette découverte si explosive, c'est qu'elle touche précisément à la position de William. En tant qu'héritier, il n'est pas un étranger, mais il n'est pas encore totalement responsable. Il évolue dans un entre-deux, vulnérable aux influences. C'est précisément là que le pouvoir occulte peut prospérer. Je me suis demandé combien de fois il agissait inconsciemment dans des cadres préétablis sans savoir qui en avait fixé les limites. Les 15 premières secondes de cette histoire ne constituent donc pas un résumé factuel, mais une question existentielle, et si la personne à qui vous confiez la stabilité l'utilisait en réalité comme prétexte pour exercer un contrôle, cette idée est déstabilisante surtout au sein d'une famille où la loyauté est non seulement personnelle, mais aussi fondamentale. Le cercle familial prospère grâce à la confiance, mais fonctionne selon une hiérarchie, et c'est précisément là que le terrain propice aux abus se crée. J'ai constaté que mes pensées revenaient sans cesse à un seul mot, invisibilité. Le pouvoir qui refuse d'être vu se présente sous les traits de la bienveillance, de l'expérience, de la protection de la tradition, mais qui décide à quel moment la protection se mue en restriction et qui supervise ce processus. Ces questions sont dérangeantes car elles n'admettent pas de réponse simple. Elles invitent à l'introspection non seulement pour William, mais pour quiconque croit en l'autorégulation des institutions. Cette découverte révèle aussi combien il est difficile de donner l'alerte quand techniquement tout fonctionne. Le palais a continué de fonctionner, les événements se sont déroulés comme prévu, des communiqués ont été publiés. En apparence, il n'y avait pas de crise. Et c'est précisément ce qui rend les perturbations internes si dangereuses. Quand tout semble stable, le doute est perçu comme une exagération. Quiconque pose des questions est rapidement considéré comme difficile ou impatient. Je me demande combien de personnes au sein du système ont perçu des signaux sans pouvoir les identifier. Combien de doutes intuitifs ont été ignorés faute de preuves tangibles? Les systèmes de pouvoir prospèrent non seulement grâce à l'action, mais aussi grâce au silence. Et le silence est souvent justifié par l'argument de l'harmonie. Mais une harmonie forcée n'est pas l'harmonie, c'est la stagnation. Pour William, ce moment doit être vécu comme une rupture avec ses propres certitudes, non seulement concernant les autres, mais aussi concernant lui-même. Comment avancer lorsqu'on réalise que sa position est remise en question, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. J'imagine que cela ne suscite pas d'emblée de la colère, mais quelque chose de bien plus profond, le doute. Le doute quant aux procédures, aux conseils, aux conclusions antérieures. Et le doute est dangereux dans un système qui se doit d'inspirer la certitude. Pourtant, cette découverte recèle aussi un pouvoir paradoxal, car ce qui devient visible peut être abordé. Ce qui demeure dans l'ombre, non. Ce moment marque donc non seulement une rupture, mais aussi une opportunité. La seule question est de savoir si cette opportunité sera saisie. Car la vérité seule ne change rien, c'est la réaction qu'on lui adopte qui donne une direction. Je reste persuadé que ce n'est pas le début d'un conflit, mais la fin d'une illusion. L'illusion que le pouvoir au sein du palais est toujours ordonné, transparent et sans ambiguïté. Peut-être cette illusion était-elle nécessaire au fonctionnement du système. Mais maintenant qu'elle est brisée, il ne reste qu'un seul choix, réparer les dégâts ou faire comme si de rien n'était. Et c'est précisément là que cette histoire commence réellement. Plus je creusais la question de ce qui s'était passé derrière la façade du palais, plus il devenait évident que cette situation n'était pas le fruit d'une seule personne ni d'un seul événement. Ce qui se révélait,
C'était une structure parallèle, non pas un service officiel, ni un organisme permanent, mais un réseau de loyauté informelle de routine et d'habitude qui s'était ancré au fil des ans. Le plus troublant n'était pas tant l'existence même de cette structure, mais le fait qu'elle puisse fonctionner de manière quasi invisible sans aucun contrepoids. J'ai constaté que bien souvent le pouvoir au sein du palais ne s'exerce pas par le biais de titres ou de décrets publics, mais par l'accès. Accès aux agendas, aux conversations informelles, au moment opportun pour exercer une influence. Celui qui décide qui a la parole et quand a plus d'influence que celui qui signe finalement un décret. Dans ce contexte, j'ai commencé à comprendre comment un centre de pouvoir parallèle peut émerger sans jamais être officiellement reconnu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont cette structure occulte s'est légitimée. Non par une ambition affichée, mais par l'expérience. En disant « Je connais cette maison depuis longtemps, je sais comment elle fonctionne, je protège la couronne des changements impulsifs ». De tels propos sonnent rassurants, presque responsables. Mais ils peuvent aussi servir de bouclier derrière lequel se prennent des décisions jamais pleinement réfléchies. Je me suis demandé combien de fois la protection de la tradition était invoquée pour bloquer l'innovation sans que personne n'ose l'affirmer ouvertement. Dans un tel système, aucun opposant déclaré n'émerge. Il n'y a pas d'ennemis, seulement des personnes qui s'effacent peu à peu. Les projets disparaissent des agendas, les propositions sont mises de côté, les idées reprises plus tard. C'est le pouvoir sans confrontation et c'est précisément pour cette raison qu'il est si efficace. J'ai compris combien il doit être difficile d'agir contre cela, surtout pour quelqu'un comme William censé incarner la patience, la loyauté et la continuité. J'ai aussi réfléchi au rôle de la peur. Non pas la peur du châtiment, mais celle du bouleversement. Nombreux sont les employés du palais qui sont formés à éviter les frictions. Le conflit est perçu comme dangereux, non comme une nécessité. Dans une telle culture, on apprend vite à ignorer les signaux susceptibles de perturber l'équilibre. Cela rend une structure parallèle non seulement possible, mais presque inévitable. Ce qui rend cette phase si troublante, c'est que personne n'est totalement innocent. Non pas parce que tout le monde a activement coopéré, mais parce que la passivité participe aussi à la perpétuation du système. Je me demande combien de fois on s'est dit « je ne le sens pas ». Mais ce n'est pas à moi de le dire. Et comment cette façon de penser alimente en fin de compte un système que plus personne n'ose remettre en question. J'ai commencé à comprendre à quel point tout cela était subtilement lié à la perception du public. Ceux qui exercent une influence interne déterminent souvent quelles histoires sont entendues et lesquelles ne le sont pas. Non pas par des instructions directes, mais par le biais des priorités. Ce qui est mis en avant, ce qui est retardé, ce qui est neutralisé. Cela crée un récit qui semble aller de soi, mais qui en réalité a été soigneusement élaboré. Et une fois que ce récit devient dominant, toute déviation est automatiquement suspecte. Dans ce contexte, la position de Williams prend une importance accrue. Il n'est pas seulement un héritier, mais aussi un futur réformateur, même si ce terme est rarement employé ouvertement. Toute tentative de changement est évaluée à l'aune de la stabilité. Est-ce judicieux? Est-ce le bon moment? Ces questions semblent rationnelles, mais elles peuvent aussi paralyser. Elles laissent le temps aux structures occultes de s'adapter et de neutraliser toute résistance avant même qu'elle ne se manifeste. Je me demandais si William vivait cette découverte comme une trahison ou une confirmation. Peut-être les deux, la confirmation que son intuition était juste, que quelque chose clochait, une trahison car ce quelque chose se révélait être au cœur même de la maison. Et c'est précisément cette proximité qui la rend dangereuse. Car comment combattre un problème qui se présente comme une solution? Ce qui me touche, c'est que ce n'est pas une histoire de complot, mais une histoire de culture. Une histoire de la façon dont le pouvoir s'enracine dans des structures informelles en l'absence de contre-pouvoir officiel. Une histoire de la façon dont la loyauté peut passer des individus au système. Et une histoire de la difficulté à briser un tel système sans bouleverser tout ce qui s'est construit autour. Il existe pourtant un point de bascule. Les structures occultes prospèrent grâce à l'invisibilité. Dès qu'elles sont mises au jour, elles perdent leur principal pouvoir. Cela ne signifie pas qu'elles disparaissent instantanément, mais qu'elles ne sont plus intouchables. La question est maintenant de savoir si cette révélation débouchera sur une véritable restructuration ou sur de simples ajustements superficiels. Je pose donc une question ouverte: quelle quantité de vérité une institution peut-elle supporter avant de devoir se réinventer, et qui ose supporter cette vérité sans s'effondrer? Cette histoire montre que le pouvoir ne crie pas toujours. Parfois il murmure, et c'est précisément ce murmure qui s'avère le plus difficile à faire taire. Plus je réfléchissais à ce qui avait été mis au jour, plus il me paraissait évident que cette structure occulte opérait non seulement de l'intérieur, mais aussi de manière subtile de l'extérieur. La manipulation s'arrête rarement aux portes d'une institution. Elle cherche toujours à se confirmer par la construction d'images. Dans ce cas précis, cela signifiait que les relations familiales, la perception du public et même l'ordre d'apparition des récits n'étaient pas le fruit du hasard.
J'ai alors compris comment le récit et le pouvoir s'entremêlaient, tels les rouages d'une même machine. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu d'instructions directes nécessaires pour y parvenir. On n'a pas besoin d'un ordre explicite pour marginaliser quelqu'un. Il suffit de modifier le contexte. Qui a le droit de parler ? Qui est présenté comme digne de confiance, qui est dépeint comme moderne et qui comme un fauteur de troubles, en répétant sans cesse de tels choix, une image se perpétue d'elle-même. Je me suis demandé combien de personnes, moi y compris, avons accepté cette image pendant des années sans jamais la remettre véritablement en question. Au sein de la famille, ce phénomène était tout aussi puissant. Les relations se tissent non seulement par les conversations, mais aussi par l'absence. Lorsque l'information est filtrée, lorsque les messages arrivent en retard ou sont reformulés, la dynamique émotionnelle se modifie. J'ai constaté avec quelle facilité les malentendus peuvent se transformer en convictions. Si quelqu'un ne répond pas, on suppose qu'il ne le souhaite pas. Si une invitation n'arrive jamais, la distance apparaît comme un choix. C'est ainsi que les liens s'érodent lentement sans point de rupture évident. En ce sens, la manipulation n'est ni bruyante ni agressive mais épuisante. Elle érode la confiance en la diluant. Et une fois cette confiance rompue, on comble le vide par des suppositions. J'ai réalisé à quel point cela est dangereux dans une famille où les rôles et les hiérarchies sont déjà si conflictuels. Les malentendus émotionnels y ont immédiatement des conséquences institutionnelles. Du côté public, j'ai constaté la récurrence de certains thèmes, qui étaient loués pour sa stabilité et qui étaient subtilement qualifiés de difficiles, maladroits ou trop ambitieux. Ces étiquettes semblent anodines, mais elles forgent la réputation. Et la réputation détermine qui bénéficie d'une tribune et qui en est exclu. Je me suis demandé combien de journalistes étaient conscients de leur rôle dans ce processus et combien se contentaient de s'appuyer sur des sources connues et des schémas établis. De plus, les médias valorisent de la continuité. Une histoire une fois établie est rarement remise en question de façon radicale. Les rectifications sont ennuyeuses, les confirmations font vendre. Dans un tel contexte, la manipulation devient presque une évidence. Non pas parce que la presse est de mèche, mais parce qu'elle fonctionne selon un système basé sur la rapidité et la reconnaissance. Ceux qui exploitent habilement ce système peuvent influencer le récit pendant des années sans jamais mentir ouvertement. J'ai constaté à quel point cette prise de conscience avait modifié ma perspective sur les conflits précédents. Et si certaines tensions n'étaient jamais de véritables affrontements mais des failles savamment orchestrées. Et si la distance entre les membres d'une famille n'était pas due à des personnalités conflictuelles, mais à une information systématiquement filtrée, cette idée est dérangeante car elle déplace la responsabilité. Tout ce qui s'est brisé n'était pas le résultat d'une incapacité ou d'un refus. Certaines choses étaient bel et bien brisées. Cependant, je tiens à être prudent. Il est trop facile de tout expliquer par la manipulation. Les gens font leurs propres choix, ressentent leurs propres émotions. Mais nier l'influence des structures serait tout aussi naïf. Là où le pouvoir et l'information convergent, la possibilité de contrôle se présente toujours. Et au sein d'un système fermé, cette possibilité est particulièrement grande. Je me demandais pourquoi cela ne devient évident que maintenant. Peut-être est-ce dû à un changement générationnel. Les jeunes membres de la famille royale ont une vision différente de la transparence des médias et du contrôle. Ce qui était autrefois considéré comme normal paraît désormais de plus en plus oppressant. Et lorsque les normes évoluent, les vieilles méthodes ressortent soudainement. Cette prise de conscience doit être particulièrement difficile pour William. Cela signifie non seulement qu'il a été manipulé, mais aussi qu'il a inconsciemment évolué au sein d'un récit qui n'était pas entièrement le sien. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure sa réticence initiale était liée à sa personnalité et dans quelle mesure elle était due au contexte. Et surtout, que va-t-il faire de cette révélation ? Ce qui me préoccupe le plus, c'est que la vérité n'est pas toujours libératrice. Parfois, elle paralyse. Car une fois qu'on a pris conscience de l'ampleur de l'influence, on ne peut plus l'ignorer. Chaque relation, chaque décision se trouve complexifiée. La confiance devient conditionnelle, et pourtant impossible de revenir à l'ignorance. C'est à ce moment précis que cette histoire bascule de l'analyse à la question morale. Que faire lorsqu'on réalise que l'harmonie reposait en partie sur la tromperie ? Continuer à suivre le courant pour préserver la paix ou choisir la rupture au nom de l'honnêteté, il n'y a pas d'option indolore. Mais ne pas choisir est aussi un choix. En y réfléchissant, je comprends que cette phase ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui ne doit plus jamais se reproduire. Le voile est levé, et une fois levé, il ne sera pas facile de le remettre. À ce stade de l'histoire, j'ai senti qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, et je soupçonne que William a dû avoir la même prise de conscience. Tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait reconnu comme un schéma récurrent rendait une chose indéniablement claire, le silence ne serait plus synonyme de neutralité mais de complicité. C'est une conclusion brutale, surtout pour quelqu'un élevé dans l'idée que la stabilité est primordiale. Pourtant, il arrive un moment où la stabilité elle-même devient le problème.
Ce qui me fascine, c'est que les failles morales se manifestent rarement bruyamment. Elles se creusent en silence par de petites concessions qui paraissent rationnelles. Encore un peu. Une dernière conversation, une dernière tentative pour garder son calme. Je me demande combien de fois William s'est retrouvé là, tiraillé entre intuition et devoir. Car au palais, la retenue n'est pas perçue comme une faiblesse mais comme une vertu. Et c'est précisément cette vertu qui peut être détournée. Pour moi, cette phase marque le véritable tournant. Non pas la découverte elle-même, mais la prise de conscience que le système ne se corrige pas de lui-même. Cet espoir, aussi compréhensible soit-il, n'est pas une stratégie. Lorsque le pouvoir s'exerce de manière informelle, des moyens formels sont nécessaires pour l'enrayer. Et ces moyens sont par définition perturbateurs. Quiconque les utilise provoque une brèche. La question n'est pas de savoir si cela cause du tort, mais si ce tort est moindre que celui de l'inaction. J'ai songé à l'héritage que porte William. Non seulement la couronne, mais aussi le souvenir d'une grand-mère qui a consacré sa vie entière au devoir, parfois au détriment de ses relations personnelles. Qu'aurait-elle fait si la loyauté envers des individus s'était heurtée à la loyauté envers des principes? Ce n'est pas une question théorique, c'est l'essence même du leadership au sein de cette maison. Et diriger, c'est parfois identifier la source du trouble même lorsque cette source se présente comme le gardien de la tradition. Ce qui rend cette décision particulièrement difficile, c'est qu'elle touche non seulement l'institution, mais aussi la famille. Intervenir implique une confrontation et la confrontation implique une perte. La perte de ces certitudes d'une harmonie apparente, peut-être même d'une confiance qui ne sera jamais pleinement rétablie. J'imagine que William n'agissait pas sous l'effet de la colère, mais par une lucidité épuisée. Cette lucidité qui surgit lorsque toutes les options ont été explorées et rejetées. Je comprends combien il est important de ne pas idéaliser ce moment. Rompre le silence n'a rien d'héroïque lorsque cela divise les familles. Pourtant, il n'y a rien d'honorable non plus à maintenir un mensonge pour préserver la paix. Cette tension est insoluble et pourtant inévitable. Quiconque se trouve dans une telle situation ne peut que choisir l'injustice qu'il est prêt à endurer. Ce qui me frappe, c'est que cette décision ne vise pas à s'emparer du pouvoir, mais à poser des limites. Il ne s'agit pas de gagner, mais de mettre un terme à une dynamique qui s'est révélée destructrice. Et c'est ce qui la rend moralement plus difficile et non plus facile. Car poser des limites à ceux qui se considèrent comme des protecteurs est rapidement perçu comme une trahison. Ce retournement de situation est un mécanisme bien connu au sein des systèmes fermés. Je me demande combien de nuits ont été ainsi passées, combien de fois les mêmes arguments ont été répétés en silence, combien de fois a persisté l'espoir que quelqu'un d'autre trouve une solution. Finalement vient un moment où la responsabilité ne peut plus être partagée. Ce moment semble être arrivé. Et avec cette prise de conscience, le rôle de William change lui aussi. Il n'est plus seulement un héritier, mais un acteur. Quelqu'un qui n'attend pas son heure, mais qui la façonne. C'est une transition dangereuse. Non pas qu'il en soit incapable, mais parce qu'elle modifie les attentes. Une fois qu'il intervient, on attend de lui qu'il continue. Une fois qu'il choisit la vérité plutôt que la facilité, il est difficile de revenir à l'ambiguïté diplomatique. Je me demande si le palais est prêt à cela, si ce système permet une fermeté de principe sans se fragiliser. Pourtant, cette étape semble inévitable. Non pas que William la souhaitât, mais parce que tout indiquait que la retarder ne ferait qu'aggraver le problème. En ce sens, cette rupture morale n'est pas un choix, mais une conséquence. La conséquence d'une indécision trop longue. Et c'est peut-être là la leçon la plus douloureuse de toute cette histoire. Ce qui se joue ici dépasse le cadre d'une simple affaire individuelle. C'est un précédent. Un signal fort, le pouvoir informel n'est pas intouchable. La loyauté envers la couronne n'implique pas que tout disparaisse sous le couvert de la discrétion. L'avenir de ce précédent reste incertain, mais son existence même change la donne à jamais. À partir de ce moment, il ne s'agit plus de découverte ni d'analyse, mais de conséquences. Et les conséquences, comme l'histoire de cette maison nous l'enseigne, persistent toujours. Dès que la vérité ne fut plus confinée à des pièces closes, la dynamique changea radicalement. Je remarquais comment tout ce qui paraissait auparavant abstrait, structure, schéma, influences obscures, devint soudain tangible. Là où le pouvoir murmurait, il se manifesta désormais de façon audible. Et comme toujours, lors d'une révélation, la clarté n'émergea pas sans chaos. Ce n'est pas une faiblesse du système, mais une de ses caractéristiques. Là où la lumière pénètre, elle projette d'abord des ombres. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle la sécurité intérieure a cédé la place à l'incertitude. Des personnes qui s'étaient appuyées pendant des années sur des relations établies ont commencé à se demander où se situait leur véritable loyauté. Non par opportunisme, mais par instinct de survie. Car lorsque le pouvoir informel devient visible, il perd son innocence protectrice. Il devient alors une source de responsabilité. Et au sein de telles institutions, la responsabilité est souvent plus effrayante que la culpabilité. J'ai constaté comment la pression publique a accéléré ce processus.
Dès que des questions ont été posées ouvertement, le silence est devenu un risque. Ne pas répondre semblait soudain plus suspect que de répondre. C'est un changement crucial. Le pouvoir est bâti sur la maîtrise du rythme et du ton, mais désormais c'est le monde extérieur qui dictait la cadence. Médias, commentateurs et publics ont commencé à déceler des schémas qui n'existaient auparavant que sous forme de rumeurs. Je me suis demandé si cela aurait pu être évité ou si cette explosion était simplement le fruit d'années de tensions accumulées. Au sein de l'Institut, un repositionnement quasi inévitable s'est opéré. Qui savait quoi et quand? Qui avait ignoré les soupçons et qui y avait activement contribué? Ces questions sont certes destructrices, mais aussi nécessaires. Sans elles, toute réforme demeure superficielle. J'imagine combien cette phase a été difficile, surtout pour ceux qui avaient toujours cru que discrétion rimait avec loyauté. Ce qui apparaît ici avec une clarté douloureuse, c'est que la vérité est rarement simple. Elle se répand de façon inégale, frappe certains plus durement que d'autres et n'épargne personne. J'ai remarqué comment la discussion a rapidement glissé des faits à la recherche des responsables. C'est humain mais aussi risqué, car se focaliser sur les individus peut occulter les causes structurelles. Et ce sont précisément ces structures qui posent problème. Pour William, cette phase marque un tournant. Il n'est plus celui qui observe et évalue, mais celui qui doit agir sous pression. Chaque décision est amplifiée, chaque silence interprété. Je me demande ce que cela fait de savoir que même les meilleures intentions peuvent être mal interprétées lorsque la confiance est rompue. Dans un tel contexte, la cohérence prime sur la popularité. Et la cohérence exige des sacrifices. J'ai également constaté que l'opinion publique n'était pas unanime. Certains voyaient dans cette ouverture un vent de fraîcheur et une nécessité d'autres, un danger et une source de déstabilisation. Cette tension est caractéristique des périodes de transformation institutionnelle. L'innovation est rarement source de confort, surtout pour ceux qui trouvent de la sécurité dans la prévisibilité. Or, la prévisibilité sans légitimité est vaine. Ce qui me préoccupait, c'était de savoir si ce moment allait réellement engendrer un changement ou simplement un réaménagement temporaire. Les institutions sont passées maîtres dans l'art d'absorber. Elles absorbent les critiques, les reformulent, puis passent à autre chose avec des ajustements minimes. Il ne s'agit pas de cynisme, mais d'un constat historique. Le véritable test ne réside pas dans les explications, mais dans les comportements qui se manifestent lorsque l'attention se relâche. Pourtant, je perçois ici quelque chose qui dépasse la simple gestion de crise. Un précédent a été créé. Un pouvoir informel s'est instauré et non pas effacé par des manœuvres de persuasion. Ce seul fait rend difficile un retour aux anciennes méthodes. Une fois qu'on a constaté comment l'influence peut s'exercer sans mandat officiel, on ne peut plus le nier. La question est maintenant de savoir qui osera préserver ce savoir lorsque les difficultés surviendront. Je pose donc une question ouverte, une institution fondée sur la continuité peut-elle apprendre à gérer les ruptures sans se perdre, ou bien toute réforme authentique constitue-t-elle par définition une menace pour ce qu'elle cherche à préserver? Cette phase appelle à une telle réflexion, non seulement pour les personnes concernées, mais pour tous ceux qui croient en la valeur des institutions publiques. Ce qui est certain, c'est que la neutralité n'est plus de mise. Ne pas choisir, c'est choisir le passé. Et choisir le passé, c'est accepter que les mêmes schémas se reproduisent sous des apparences différentes. C'est dans ce constat que réside à la fois la menace et l'opportunité de ce moment. Même si la situation n'est pas encore clarifiée, une chose est sûre, ce qui a été révélé ici ne peut être simplement oublié. La vérité est irréversible. Et aussi douloureux que cela soit, c'est peut-être le seul chemin vers un avenir qui ne soit pas une simple répétition du passé. Maintenant que les premières ondes de choc se sont dissipées et que les contours d'une nouvelle réalité se dessinent, mon regard se porte inévitablement vers l'avenir. Non pas pour spéculer sur le sensationnalisme, mais pour comprendre ce que tout cela signifie réellement à long terme. Car toute institution peut survivre à une crise. La question est de savoir si elle en tire aussi des leçons. Et l'apprentissage n'est pas un processus automatique au sein d'un système bâti sur la répétition et le rituel. Ce qui a été révélé ici dépasse le cadre d'un simple conflit ou d'un simple changement de pouvoir. Cela touche au cœur même de la légitimation de l'autorité au XXIe siècle. La monarchie ne tire plus son existence uniquement de l'histoire, mais aussi de la confiance. Et la confiance exige de la transparence ou à tout le moins des limites crédibles. Je me demande si ce moment restera dans les mémoires comme un incident isolé ou comme un tournant décisif où un pouvoir implicite est devenu explicite. Pour William, cela représente un héritage paradoxal. Il est façonné par un système qu'il doit simultanément réformer. Cette situation est inconfortable mais nécessaire. En tant que futur chef d'État, il ne peut se permettre d'ignorer ce qu'il a vu. Parallèlement, il ne peut pas réécrire le système d'un seul coup. Le changement sera progressif, peut-être subtil, mais inévitable. La question est de savoir si ce changement sera suffisamment structurel pour empêcher que la situation ne se reproduise. Je réfléchis au rôle de la perte dans cette histoire.
La perte de l'évidence des certitudes d'antan, de l'idée que la discrétion protège toujours. Mais la perte peut aussi donner une direction. Elle oblige à faire des choix auparavant reportés. À cet égard, cette crise n'est pas une rupture avec la tradition, mais une confrontation avec elle. Une tradition non mise à l'épreuve se fige, une tradition remise en question peut s'adapter. Ce dont je me souviens surtout, c'est que le pouvoir ne s'est pas effondré ici, mais a été redistribué. L'influence informelle perd de son influence lorsqu'elle est affirmée. La responsabilité formelle prend du poids lorsqu'elle est assumée. Ce processus est fragile et exige un entretien constant. Il ne s'agit pas d'une correction ponctuelle, mais d'une discipline permanente. Et la discipline, c'est précisément ce que cette Chambre a toujours exigé des individus, mais qu'elle doit désormais exiger d'elle-même. Je me demande quel écho cette histoire aura au-delà des murs du palais. Non pas comme une simple information, mais comme un exemple. D'autres institutions, d'autres organisations sont confrontées à des tensions similaires entre pouvoir visible et pouvoir invisible. Ce qui se passe ici n'est donc pas une curiosité, mais un miroir. Qui ose regarder la face sombre de ses propres structures avant qu'une crise ne l'y oblige? Toutefois, la prudence est de mise avant de tirer des conclusions. La réforme n'est pas un processus linéaire. Une rechute est possible, voire probable. Les systèmes ont une mémoire et cette mémoire influence le présent. Le véritable test aura lieu lorsque l'attention se détournera et que la pression se relâchera. Les nouvelles règles seront-elles appliquées? Les nouvelles limites seront-elles respectées? Ou bien l'ancien schéma réapparaîtra-t-il sous une forme modifiée? Pour William, cela signifie que le leadership ne peut plus se reposer uniquement sur le symbolisme. Un symbolisme sans contre-pouvoir est vulnérable. Ce qui a commencé ici exige de la constance même lorsque c'est difficile. Et la constance exige des sacrifices. C'est peut-être là le fardeau le plus lourd du pouvoir futur, non pas la couronne, mais le devoir de continuer à intervenir là où le silence suffisait autrefois. Au terme de cette histoire, je ne vois pas de conclusion définitive, mais un horizon ouvert. Cela peut paraître insatisfaisant, mais c'est aussi juste. Les grandes institutions évoluent lentement, souvent par étapes qui ne prennent tout leur sens qu'avec le recul. Ce moment sera relu, réinterprété et peut-être même réécrit. Mais son essence, rendre visible un pouvoir invisible, est indélébile. J'aimerais conclure par une question qui dépasse le cadre de cette histoire. Quelle quantité de vérité une institution peut-elle tolérer avant de devoir se réinventer? Et qui a la responsabilité de continuer à dire cette vérité lorsque cela devient difficile? Les réponses à ces questions détermineront s'il s'agissait d'une crise ponctuelle ou du début d'un équilibre plus durable entre pouvoir et responsabilité. Merci d'avoir suivi ce sujet et d'avoir pris le temps d'aller au-delà des apparences. Je vous invite à partager vos réflexions, à poser des questions et à poursuivre la discussion, car l'engagement n'est pas une option, mais une condition essentielle au